Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes arrivés au site-rep numéro 109, nous sommes le 29 septembre 2018. Malheureusement, la situation, le bilan des bombardements de la semaine n'est pas en augmentation, en amélioration, mais en augmentation. Bon, elle n'est pas très importante, mais au niveau où elle est déjà arrivée, c'est déjà important, voilà. Puis la situation se tend énormément en Ukraine. Je ne peux pas tout aborder parce que le site-rep est déjà très long, mais la situation religieuse se tend. Il y a eu une église qui a été prise de force par Pravi Sector. Là, la nouvelle est tombée tout à l'heure. C'est assez inquiétant. Ils ont frappé les paroissiens qui essayaient de se défendre pour garder leur église. Tu t'en avais parlé, J'en avais parlé, j'avais prévenu que c'était ce qui allait arriver, mais ça va empirer, faut pas se leurrer. La situation se tend avec la Hongrie, économiquement ils sont dans la merde puisque le FMI pose des conditions de plus en plus énormes pour leur donner la prochaine tranche. Donc tout ça, je vais pas l'aborder, j'en suis désolé. Je vous encourage à aller voir le site de Nipress, notre nouveau site Donbass Insider, le blog de Karine Béché-Golovko qui vient de faire un article aujourd'hui sur cette expropriation d'église qui a eu lieu à Ivano-Frankovsk, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, tenez-vous informés parce que ça bouge beaucoup. Je peux pas tout couvrir toute seule, donc vraiment tenez-vous informés par les différents canaux, Spoutnik, Russie Politics, donc qui est le blog de Karine. Vraiment parce que là, je pense que ça va continuer à s'accélérer. L'Ukraine est en train de descendre dans un maelstrom et je pense que c'est pas parti pour s'arranger. Ah non, en tout cas, sur le plan militaire, du 22 au 28 septembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 157 reprises, donc une légère hausse par rapport à la semaine dernière, durant laquelle elle a tiré 170 obus de mortier de 120 et 82 mm, 5 obus de chars d'assaut, donc les chars sont de sortie, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eus, mais aussi des munitions de véhicules de combat d'infanterie en grande quantité, lance-roquettes, système de défense antiaérien, là aussi beaucoup, lance-grenades et armes légères pour un total de 1948 munitions, donc on est de nouveau à plus que la semaine dernière, on était à 1600 et quelques. Il faut noter quand même que on se trouve avec entre 17 et 28 provocations, violations par jour, du cessez-le-feu par jour. Hein. Ça devient énorme. Ça descend plus. Il faut rajouter les 26 violations et 350 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Les tirs de la semaine ont touché 23 localités de la République, donc on est presque au même niveau que la semaine dernière. Le bilan, lui, par contre, est catastrophique, puisque suite à ces bombardements, 4 civils ont été blessés, 2 soldats sont morts, 2 ont été blessés, je vais revenir là-dessus. 15 habitations ont aussi été endommagées à Gorlovka, Golmovski et Kominternovo, et un transformateur électrique a aussi été touché à Leninskoye, donc j'en avais parlé juste après notre visite à Sakhanka. Plusieurs villages de la zone sont retrouvés sans électricité, ça a été réparé depuis. Donc une grande partie des victimes de la semaine se trouvaient à Kominternovo et ont été frappés le même jour. En fait, le 26 septembre à 13h25, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur le village de Kominternovo à coups de grenades et de lance-roquettes anti-chars. Donc quand je dis grenades, c'est tiré avec des lance-grenades automatiques. Hein. Donc c'est les fameuses Vogue, là, comme cette grenade qui avait été lâchée par un drone sur les positions à Sakhanka au mois de juillet. Hein, c'est ce type de grenade. Hein. C'est pas des grenades à main. Donc des lance-roquettes anti-chars ont aussi été utilisés. Ils ont blessé 2 civils, un homme et une femme, qui ont été emmenés à l'hôpital de Novoazovsk pour y être soignés. La femme a reçu des blessures par shrapnel au cou et à l'avant-jambe, et l'homme en a reçu à l'abdomen. Le même jour, dans l'après-midi et en soirée, les tirs se sont poursuivis contre Kominternovo, mais aussi contre les villages environnants comme Leninskoye, mais avec des mortiers de 120 mm cette fois. Donc, on monte un petit peu le calibre. Heureusement, ces tirs-là n'ont pas fait de victimes, et une des maisons a été endommagée à Kominternovo. Un obus a traversé le toit. Poursuivant sur cette lancée, le lendemain matin, les soldats ukrainiens ont tiré sur les positions de la milice populaire de la RPD, située près du village, blessant un soldat. Une ambulance a alors été envoyée pour l'évacuer. On va montrer des photos du véhicule pour que les gens se rendent bien compte, parce que le véhicule n'était pas du tout de type militaire, était clairement identifiable comme étant une ambulance, hein, donc comme d'habitude le gros macaron blanc avec la croix rouge, en plus, mais comme rouge, hein. d'habitude.
Hein, oui, oui, en plus, voilà, vous ne pouvez pas la louper, quoi. Hein. Mais bon, comme d'habitude, il semble que c'est devenu sport national chez les soldats ukrainiens de tirer sur les ambulances, puisque voilà, ils l'ont prise pour cible. Je rappelle que ceci est une violation totale de la Convention de Genève. C'est interdit de tirer sur les ambulances, les blessés en cours d'évacuation, les secouristes, les pompiers et tout ça. C'est interdit. Voilà. Et je rappelle que là, l'Ukraine a signé la Convention de Genève. Hein, donc voilà. Voilà. Et la couleur rouge, et on le répète, hein, la couleur rouge de véhicule n'est pas une couleur militaire. Non, du tout. Mais résultat, ce tir a tué 2 personnes, on a blessé et a blessé un autre soldat qui se trouvait avec le soldat initialement blessé. Donc ça nous a fait 2 soldats tués et 2 soldats morts le même jour, quoi. Parmi les soldats tués se trouvait une femme qui était donc personnel médical, qui avait encore toute la vie devant elle et voilà quoi. Merci, bravo les gars. Ce qu'on peut redouter, c'est une augmentation vertigineuse des provocations de ce style-là. Oui, de toute façon, je pense que ça va continuer. Parce que si on voit comme la situation suite à la destruction de l'Ilyushin 20 dans le ciel syrien grâce... maintenant, c'est une no-fly zone de fait en Syrie par l'arrivée des S-300. Donc, il y a de bonnes chances qu'ils nous réactivent le conflit ici par le système des vases communicants habituel. En tout cas, ce jour-là, ça nous a fait à peine 24 heures dans le même village, 2 morts et 4 blessés, si on mélange civils et soldats. Le tout pendant que Poroshenko est en train de gloser sur un projet de résolution de l'ONU pour envoyer des casques bleus dans le Donbass. Mais pendant ce temps-là, son armée continue de génocider la population de la région en toute impunité. Et on attend toujours que Paris et Berlin ouvrent leur gueule. Bon, je crois que c'est mal parti. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent. Il y a peu de chances pour qu'ils se mettent à le faire, hein, ça c'est clair. On va reparler de ces fameux mortiers Molot, donc qui veut dire marteau, qui sont produits par le complexe militaro-industriel ukrainien. Donc ces petits mortiers qui, je le rappelle, ont été surnommés les broyeurs de soldats, ont fait de nouvelles victimes côté ukrainien, ce qui a porté le total des victimes de ce mortier depuis sa mise en service en 2016, donc en à peine 2 ans, à 33 tués et 38 blessés parmi les soldats de l'armée ukrainienne. C'est pas mal quand même. Hein. Je rappelle que le principe du Nord, normalement, c'est de tuer l'ennemi, hein, pas de tuer tes soldats. C'est à se demander si la décadence n'est pas du même type que celui des Américains, hein, je rappelle. Avec le F-35, là, qui s'est cassé la figure, tout neuf, hein, furtif, et autodétruit. Voilà. Oui, mais j'avais dit que ce machin est un fer à repasser volant. Ils n'ont pas été foutus de designer un avion correct. Bref. Ces soldats ukrainiens ont été mutilés lors de l'explosion de ce mortier pendant des exercices ou sur le front du Donbass. La faute est systématiquement reportée par le procureur général ukrainien sur les soldats eux-mêmes en les accusant de n'avoir pas respecté les règles de sécurité et de maniement des armes. En vrai, ce mortier est mal designé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été fichus d'appliquer à ce mortier un principe très simple qui a pourtant été mis au point par les soviétiques il y a plus de 70 ans pour empêcher ce qu'on appelle le double remplissage. Parce que dans les mortiers, tu les charges par le haut et souvent l'erreur la plus fréquente qui arrive, c'est il y en a qui met un obus et puis il a oublié à un moment qu'il l'a mis et il en remet un deuxième. Et là, effectivement, ça fait boum. Mais c'est le problème, ils détestent tellement les Russes maintenant pour des raisons bidons qu'ils en viennent à refuser d'utiliser des techniques qui existent, qui sont déjà largement usitées depuis longtemps. Et qui ont fait leurs preuves. Donc résultat, ils ont quand même 33 morts et 38 blessés en 2 ans. Mais si tu me permets un autre commentaire, je pense que s'ils voulaient donner aux soldats ukrainiens les raisons pour fuir l'armée ukrainienne et surtout montrer que les autorités du pays ne sont absolument pas je dirais dans les... Ils n'ont rien à faire de leurs soldats en gros. Ah ben là je crois qu'ils l'ont bien montré, il y a pas de problème. Si on regarde la partie situation politique, diplomatie, je vais vous parler en fait d'une interview qui a été accordée à nos collègues de l'agence DAN par la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova. Je vais vous en citer qu'un extrait, mais on mettra le lien vers l'interview complète que j'ai traduite en français, qui est assez intéressante. Cette partie de l'interview concerne en fait l'ouverture prochaine, en tout cas on l'espère, d'une ambassade de la RPD en Ossétie du Sud. Donc l'idée c'est de le faire avant la fin de l'année. Il semble qu'actuellement donc, le gouvernement de la République populaire de Donetsk est en train de préparer toutes les lois et documents nécessaires pour cette ouverture.
Natalia Nikonorova a déclaré, je cite, « À ce jour, les projets de loi applicables concernant le service diplomatique, les relations entre la fonction diplomatique et la fonction publique de l'État ont déjà été élaborés. Il y a beaucoup de règlements administratifs qui ont un lien direct avec le statut de l'ambassade, de l'ambassadeur et ainsi de suite. » Beaucoup de détails. Jusqu'à présent, il y avait une absence totale de loi sur cette question. Il est donc nécessaire de préparer un grand nombre de documents. Certains d'entre eux sont déjà en voie d'achèvement et soumis au Conseil populaire de la RPD, donc je rappelle c'est le Parlement, qui a fait des propositions au chef de la RPD. En outre, nous sommes en contact permanent avec le ministère des Affaires étrangères de la République d'Ossétie du Sud. Pour nos collègues, cette question n'est pas aussi nouvelle que pour nous. Et nous essayons de nous appuyer sur leur expérience, mais en même temps, nos relations se construisent sur la pleine parité des intérêts. En plus de l'ouverture donc, de cette ambassade de l'RPD à Tskhin Vali, donc, qui je rappelle est la capitale d'Ossétie du Sud, il est prévu d'ouvrir une ambassade ossète à Donetsk, donc d'avoir la réciproque. Et ce, malgré le fait que ces démarches semblent colossales, Natalia Nikonorova espère que l'inauguration de l'ambassade de la RPD à Tskhin Vali pourra se faire avant la fin de l'année 2018. C'est un projet qui est important pour désenclaver diplomatiquement la RPD et renforcer les moyens à travers lesquels la République d'Ossétie du Sud peut aider sa petite sœur du Donbass. Donc ça, on voit que ça se poursuit et ça, c'est bien. C'est dans la lignée des bonnes nouvelles après le refus de la justice française de répondre aux injonctions du ministère des Affaires étrangères ukrainien concernant la fermeture du centre représentatif de la RPD en France. On va revenir sur le dossier du MH17, puisque le 7 septembre 2018, lors des célébrations de la libération du Donbass à Saour-Mogila, j'ai eu l'occasion d'interviewer un soldat qui a combattu le jour du crash du vol MH17. Ce soldat surnommé Somme m'a donné des informations assez intéressantes et importantes sur ce qu'il a vu ce jour-là. Il a déclaré à plusieurs reprises que la milice n'avait pas de système Buk, mais seulement des manpads, donc des systèmes portatifs. Alors, il faut noter que ces systèmes portatifs ont une portée d'à peu près 100 000 mètres. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas abattre des avions au-delà de 5 km d'altitude, sachant que le MH17 était au double. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait 10 000 mètres. 10 000 mètres entre le sol et le MH17. D'ailleurs, il a rappelé que s'ils avaient eu des Buk, ils auraient tiré sur les avions militaires ukrainiens qui les bombardaient chaque jour. Il a dit, je cite, chaque jour, un avion venait ici pour nous bombarder. Si nous avions eu un système Buk, nous ne l'aurions pas abattu. Ils venaient ici tous les jours et bombardaient. Et nous ne les avons pas abattus une seule fois. Nous n'avions pas de Buk à l'époque. Il n'y avait rien pour abattre ces avions. Nous avions des systèmes portables de missiles antiaériens. Si nous avions eu au moins un Buk, il y a 4 roquettes, ça aurait été suffisant pour abattre 4 avions. Donc, je veux dire, c'est frapper au coin du bon sens, hein. C'est ce qu'on a déjà dit depuis fort longtemps. Ça s'appelle des preuves, mais par construction. Hein, là, ça paraît tellement logique que... Ben oui, je veux dire, c'est complètement crétin de s'imaginer qu'ils allaient tirer sur un avion civil alors qu'ils avaient des avions qui bombardaient les positions de la RPD sur la colline. Il a d'ailleurs confirmé que cette colline était encerclée par l'armée ukrainienne. Donc si un Buk russe se trouvait à Pervomaïski, qui est à peine à 6 km de là, en zone plane, donc bien visible, hein, comme je rappelle le prétendent le DSB et le JIT, les forces armées ukrainiennes auraient eu assez facile pour le voir et le détruire. Oui. Surtout qu'il y a eu beaucoup à se fouler. Hein. C'est relativement haut hein, par rapport à un tank, hein, parce que les missiles sont quand même placés assez haut en hauteur. Ah, les missiles sont passés en hauteur. En plus, quand ils sont en position de tir, ils se mettent comme ça, pas tout à fait à la verticale, mais presque. Donc tu les vois de loin, je dirais à 6 km à peine de Saour-Mogila, sur un terrain bien dégagé, en plein champ. Ouais. Un simple obus de char aurait pu suffire à détruire le Buk. C'était une cible parfaite pour un tir d'artillerie. Hein. Je veux dire, faut arrêter les bêtises. Donc, on voit bien que les conclusions de l'équipe d'enquête officielle, ça tient pas bien la route dès qu'il met une once de bon sens. Oui. Voilà. Il m'a déclaré aussi, hein, ça c'est quelque chose de très intéressant, qu'il avait vu quelque chose être tiré depuis le nord-ouest par rapport à Saour-Mogila, mais cette roquette ou quoi que ce soit qui a été tirée a volé vers l'est et n'a jamais été en contact avec le MH17. Donc il est parti complètement de l'autre côté. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le nord-ouest, c'est plus ou moins la direction du village de Zaroshenskoye où se trouvait un système Buk ukrainien. Alors, est-ce qu'ils auraient eu un petit problème avec leurs roquettes? Bah, vu la date de mise en service, on peut le penser. Hein. Ah, voilà. Confirmant aussi de nombreux témoignages de civils, il nous a
rapportait que ce jour-là, le 17 juillet 2014, comme tous les autres jours, des avions militaires ukrainiens volaient dans le ciel du Donbass et pilonnaient la colline de Saour-Mogila, qui était aux mains de la milice de la République populaire de Donetsk. Outre les témoignages donc, de civils, je dois aussi rappeler les informations qui avaient été divulguées l'année dernière et dont j'avais parlé dans de nombreux articles sur la présence de 3 avions de combat ukrainiens dans le ciel du Donbass ce jour-là et les ordres du SBU de cacher ce fait en réduisant les témoins au silence. Ce fait est confirmé par la condamnation en Ukraine d'un homme qui avait appelé ses proches en RPD pour leur dire que des avions militaires se dirigeaient vers eux pour venir les bombarder le 17 juillet 2014. Donc ça, c'est une interview qui a été faite par le collègue néerlandais Stefan Beck, quand il est venu l'année dernière. Il l'a publié en néerlandais, il y a le lien dans l'article. Le fait de faire taire les témoins a été confirmé aussi par des habitants de Grabovo qui ont refusé de témoigner de face caméra de la présence d'avions militaires ukrainiens ce jour-là parce qu'ils connaissaient des gens qui l'avaient fait et ne sont jamais revenus après être allés en Ukraine pour voir leur famille. Si ces avions de combat n'ont rien à voir avec l'accident, pourquoi Kiev ment depuis le tout début, prétendant qu'aucun de leurs avions de combat ne volait ce jour-là dans la région du conflit? Pourquoi l'Ukraine prétend qu'elle n'avait pas de radar primaire en état de fonctionnement dans la région ce jour-là, alors qu'Eurocontrol, dont l'Ukraine est membre, prétend n'avoir jamais reçu de notification de Kiev concernant cette désactivation de ces radars, ce que l'Ukraine aurait dû faire? Donc soit l'Ukraine a menti à Eurocontrol en omettant de mentionner que ces radars étaient hors service, soit elle a menti au DSB et au JIT, mais dans les deux cas, de toute façon, ils ont menti. Donc, ce qui n'est pas très étonnant. Hein. Voilà. Par ailleurs, lors de la fameuse conférence de presse du ministère russe de la Défense ce mois-ci, ils ont fourni une carte des radars ukrainiens, on va la montrer, qui était actif le 17 juillet 2014. Donc la plupart sont des radars militaires qui se trouvaient dans la zone de conflit. Il est matériellement impossible et statistiquement impossible que la totalité de ces stations radars ait eu un radar primaire hors service. Donc je rappelle, le radar primaire, c'est le radar qui est basé sur l'écho, donc purement physique, ça envoie une onde, ça récupère l'écho et puis ça calcule qu'est-ce que ça a attrapé, quoi. En gros, c'est plus ou moins ça. Les radars secondaires, eux, sont basés sur le transpondeur. Donc c'est pas du tout le même type de radar. Donc la présence de ces très nombreuses stations radars dans la zone de conflit montre que l'Ukraine disposait de données radars primaires. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas fournies? Réponse, parce que ces données radars auraient montré que des avions militaires ukrainiens volaient et bombardaient la région ce jour-là, et peut-être même plus. Puisque, comme je l'ai souligné juste avant, un radar secondaire ne peut voir un avion militaire que si son transpondeur est allumé. Bah oui. Si il est éteint, ce qui est le cas lors des missions de combat, les avions militaires coupent leur transpondeur pour des raisons évidentes. Le radar secondaire ne va pas le voir. Par contre, un radar primaire peut le voir. Parce que lui, il est basé que sur la physique des ondes. Donc, transpondeur ou pas transpondeur, il s'en fiche. Ouais, à condition pour le primaire que l'avion soit pas furtif, mais dans le cas de l'Ukraine, il y en avait aucun. Donc, Voilà. Donc, on se demande comment le JIT peut se fier à un tel membre de l'équipe pour enquêter et croire les preuves fournies par un pays qui ment sans cesse. Une question qui est plus que jamais d'actualité, maintenant que le ministère russe de la Défense a apporté la preuve que les pièces de missiles Buk présentées par le JIT étaient ukrainiennes. Donc, soit ce Buk est celui qui a abattu le MH17 et donc Kiev est coupable, soit c'est pas le Buk qui a abattu le MH17 et donc l'Ukraine a menti en fournissant cette pseudo-preuve au JIT pour faussement accuser la Russie. Dans les deux cas, la crédibilité de l'enquête officielle, elle a été réduite complètement à zéro. Oui, in the trash. In the trash, et aucun tribunal normal ne pourrait utiliser ces documents pour juger qui que ce soit. Pendant ce temps, je rappelle que les familles des presque 300 victimes attendent que justice soit faite plus de 4 ans après la catastrophe. Si vous trouvez que c'est normal et que c'est bien, vous avez une conception fascinante des choses. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de ceux qui nous ont écoutés qui trouvent normal la situation des familles qui sont menées en bateau avec... Complètement. Là, c'est catastrophique. Ça, c'est clair. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, on avait parlé l'année dernière de cette adoption de la loi sur l'éducation en Ukraine, qui vise à interdire aux minorités du pays de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Depuis lors, les relations entre la Hongrie et l'Ukraine se tendent de plus en plus et pourraient transformer la Transcarpathie en nouveau Donbass. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, qui n'ont pas vu tous les épisodes, il y a un an en arrière, quasiment jour pour jour, le Parlement ukrainien votait cette loi sur l'éducation qui stipule que l'enseignement ne doit plus se faire qu'en ukrainien à partir de la 5e classe. Russophones, hongrois et roumains font partie de ces catégories de la population ukrainienne qui se retrouvent impactées par cette décision.
Suite à ce vote, la Hongrie avait menacé l'Ukraine de lui mettre des bâtons dans les roues au niveau de l'UE et de l'OTAN. Devant le risque que les ultranationalistes ukrainiens ne s'en prennent aux Hongrois comme ils le font avec les russophones, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait même demandé à son état-major de mettre au point un plan d'intervention militaire en Transcarpathie pour protéger les Hongrois qui s'y trouvent si nécessaire, faisant ainsi planer la menace d'un nouveau conflit en Ukraine, mais à l'ouest du pays cette fois. Après que Budapest ait commencé à appliquer ses menaces en bloquant la convocation de l'Ukraine à plusieurs sommets de l'OTAN, Kiev avait fait mine de vouloir faire partiellement marche arrière pour calmer le jeu, mais ce n'était que des promesses en l'air. Devant les menaces croissantes contre les Hongrois en Ukraine, Budapest a publiquement soutenu le fait que la région soit plus autonome et a accéléré la distribution de passeports hongrois aux habitants de la région. Actuellement, ce serait plus de 100 000 personnes, donc presque la totalité des Hongrois ethniques qui vivent en Ukraine, qui auraient le passeport et la nationalité hongroise en plus de leur nationalité ukrainienne. Kiev aurait dû écouter ce signal d'alarme et reculer, mais bien entendu, s'ils étaient censés, ça se saurait. Fin 2017, on rappelle que les ultranationalistes ukrainiens avaient menacé les Hongrois et arraché un drapeau hongrois en Transcarpathie. L'incident diplomatique avait été évité de justesse, la police intervenant juste à temps pour empêcher les ultranationalistes de mettre le feu au drapeau qu'ils avaient arraché. La Hongrie avait exigé une enquête et avait réitéré ses menaces de bloquer toute tentative d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Mais depuis, Kiev n'a toujours pas réagi et la situation ne s'est pas du tout améliorée. Résultat, cet été, été 2018, le gouvernement hongrois a créé un poste de ministre de la Transcarpathie qui serait responsable du développement de la région. Kiev a alors demandé des explications à Budapest tout en déclarant être prête à envoyer l'armée en Transcarpathie. Et au lieu de calmer la situation, tout cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Résultat, un mois plus tard, ce ne sont plus des ultranationalistes, mais la police ukrainienne et le SBU qui se sont lancés dans une campagne d'arrachage de drapeaux hongrois en Transcarpathie. Les habitants de Mukachevo ne se sont pas laissés faire, ils ont arraché un drapeau ukrainien en réponse. Devant l'escalade de la situation, Pavel Klimkin, donc je rappelle ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré que la Transcarpathie pourrait devenir un nouveau Donbass avant d'accuser la Russie d'être responsable de l'escalade des tensions dans la région. C'est vrai que c'est plus simple d'accuser la Russie de tout et de n'importe quoi. C'est forcément la photo russe. C'est voilà, tout le temps la photo russe. S'ils ont des hémorroïdes, c'est la photo russe. S'ils ont chopé la grippe, c'est la photo russe. Voilà, s'ils ont chopé une gastro-entérite, c'est la photo russe. Et s'ils se sont tapés le pied dans le canapé, c'est la photo russe. Ça devient complètement débile. Après la fuite d'une vidéo montrant la distribution de passeports hongrois dans le consulat hongrois situé à Beregovo en Transcarpathie, les ultranationalistes ukrainiens se sont mis à ficher les gens possédant la double nationalité hongroise et ukrainienne sur le site Mirodvorets. Ah oui, là déjà... Voilà. Alors, je rappelle que ce fichage les désigne dès lors comme ennemis de l'Ukraine et donc comme cible potentielle pour tous les cinglés qui se revendiquent de l'idéologie de Stepan Bandera. Je rappelle que plusieurs personnes ont été assassinées ou agressées en Ukraine après que leurs données personnelles aient été publiées sur ce site, sans compter ceux comme Graham Phillips qui ont vu des contrats apparaître sur leur tête. Alors, il faut quand même noter une chose, que ça, c'est formellement interdit par les traités internationaux. On n'a pas le droit de ficher des civils pour des raisons qui ne sont pas criminelles. Je veux dire, le simple fait que quelqu'un les opinions... Il n'y a pas que les Hongrois ethniques. Onufre, l'archevêque de la Lore de Kiev, donc de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, plusieurs... personnalités importantes de cette église ont été fichées aussi sur Mirodvorets. Les ultranationalistes ukrainiens leur ont dit qu'il valait mieux qu'ils dégagent du pays s'ils ne voulaient pas c'est récent ça. Ouais. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Donc là, vous voyez un peu l'ambiance, c'est sympa, quoi. C'est Gestapo, quoi. C'est Quatrième Reich, voilà. Quatrième Reich, sauce ukrainienne. Résultat, suite à cette publication sur Mirodvorets, la Hongrie a décidé de contre-attaquer. Tout d'abord en dénonçant le fait que les services secrets ukrainiens aient filmé illégalement l'intérieur du consulat hongrois à Beregovo. Une déclaration qui a été faite en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui a lieu actuellement par le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó. Pour lui, il est évident qu'il s'agit d'une opération des services secrets ukrainiens. Il a rappelé que mener de telles opérations sur le territoire de missions diplomatiques d'autres pays est inacceptable, c'est contraire aux règles et lois écrites et non écrites et aux lois sur les relations bilatérales. Il a déclaré que l'Ukraine viole le droit international en retirant leurs droits aux minorités nationales. Il a aussi rappelé que lors des négociations sur les droits de la minorité hongroise, Kiev avait fait des promesses mais n'en a tenu aucune.
comme celle justement d'accorder plusieurs années de délai avant l'entrée en application de la fameuse loi sur l'enseignement ou d'exclure les écoles privées du champ d'application de la loi. Il a dit « Nous voyons une campagne visant à semer la haine contre la population hongroise en Ukraine. » Enfin, un pays européen qui réagit, c'est bien... Ils s'en sont aperçus parce que ça les a visés, mais... quand tu vois le Donbass et les accords de Minsk, les Ukrainiens les ont jamais respectés, mais jamais. Ils ont toujours violé, donc... il fallait pas qu'ils s'attendent à autre chose de la part de Kiev dans leur cas. Hein. Non, et résultat, suite à ça, donc Kiev a menacé d'expulser le consul hongrois. Donc les autorités de Budapest ont menacé de leur rendre l'appareil. C'est ce qui a été déclaré après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays à l'ONU, toujours. Il a dit « Mon collègue ukrainien m'a demandé si j'étais prêt à rappeler notre consul après l'incident donc de la vidéo, et je lui ai répondu que je n'avais aucune raison de le rappeler puisqu'il n'avait rien fait qui violait la loi hongroise ou le droit international. Il a alors dit que l'Ukraine allait l'expulser. Je lui ai répondu « Bien, mais cela ne restera pas sans réponse. J'expulserai un diplomate ukrainien du même niveau de Hongrie. » Le ministre hongrois a aussi questionné la pertinence de vouloir amasser des troupes ukrainiennes près de la frontière avec la Hongrie alors que le pays est membre de l'OTAN. Alors si tu me permets une parenthèse, je crois que la Hongrie se berce d'illusions. Si jamais il y a un conflit entre l'Ukraine et la Hongrie, l'OTAN n'interviendra pas. C'est certain, c'est quasiment certain. Elle va se retrouver toute seule. Mais si l'OTAN n'intervient pas, elle viole ses propres termes. Elle viole ses propres règles. Absolument. Et là, ça veut dire que l'OTAN ne veut plus rien dire. Et ça. donc, il y a un risque de voir des pays quitter l'OTAN parce qu'ils vont dire à quoi vous servez. À quoi vous servez voilà. Si quand on se fait agresser, vous ne réagissez pas, vous servez à rien, quoi. Hein. La Hongrie va quitter l'OTAN. Hein. La Hongrie va quitter l'OTAN. On peut s'imaginer l'OTAN. Ouais. Mais enfin bon, comme on peut le voir, en un an, la situation diplomatique entre les deux pays s'est sérieusement aggravée comme on pouvait le craindre. Alors, j'en avais déjà parlé l'année dernière. Kiev étant incapable de faire marche arrière sans se mettre les ultranationalistes à dos, la situation risque de continuer à s'envenimer jusqu'à l'éclatement d'un deuxième conflit civil dans le pays. Si c'est le cas, si un conflit éclate en Transcarpathie, l'Ukraine ira jusqu'au bout du processus d'éclatement qu'elle a commencé lorsqu'elle a déclenché le conflit dans le Donbass. Et elle terminera comme la défunte Yougoslavie. Mais parce qu'on peut s'imaginer que s'ils s'en prennent à la communauté ethnique hongroise en Ukraine, ils peuvent très bien faire des bavures sur la communauté roumaine. La Roumanie est quand même effectivement un allié de poids des États-Unis. Peut-être que ça ne va pas rester en l'état. Hein. Non. Et puis s'ils commencent à s'en prendre aux Polonais aussi, ça risque de... Également. Ça risque de faire une belle pagaille. Hein. Je veux dire, tous ces pays qui n'ont pas réagi quand ils en sont pris aux russophones, je vais leur rappeler un poème d'un prêtre, d'un pasteur allemand, qui disait quand ils sont venus pour les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus pour les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus pour moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. C'est ça. Bon, voilà, je pense que ça résume assez bien la situation. Ils ont commencé par les russophones. Les actes antisémites se multiplient en Ukraine. Hein. Si tu regardes les médias israéliens, il y a régulièrement des articles qui dénoncent l'état de la situation. Que fait BHL hein. Ukraine, BHL, il ferme sa gueule comme d'habitude. Hein. C'est de l'indignation à géométrie variable. Il n'y a pas de nazis, puis de toute façon, il y a, comment il s'appelle, Kolomoïski, qui est ukrainio-israélien, qui finance les bataillons néo-nazis. Néo-nazis, etc. Maintenant, ça va être les Hongrois, et puis après, ça sera quoi? Les Roumains, les Polonais, les Tziganes. Actuellement, il faut savoir qu'il y a des pogroms. Il faut savoir que les ultranationalistes ukrainiens s'en prennent au camp de Rome, de Rome, hein, en Ukraine. Ils brûlent leur campement. Voilà. Oui, on a une résurgence des principes du nazisme. Quatrième Reich, sauce ukrainienne. Et alors, pendant ce temps-là à Kiev, je voudrais savoir lequel de nos auditeurs a informé Poroshenko qui se trouvait pendant ce temps-là à Kiev. Non, mais moi je vais rajouter ça aussi, c'est que je reconnais là le cas de conscience que tu as eu cette semaine, parce que tu as dû trier dans pendant ce temps-là à Kiev potentiel. Il y en avait trop, j'ai dû regrouper certains, j'ai dû en enlever d'autres parce que je ne pouvais pas tout mettre, je suis désolé. Parce que là, Poroshenko, il nous a fait le clown à l'ONU. Alors je veux savoir qui c'est qui lui a dit qu'il était dans l'émission. Parce que c'est pas possible, il l'a fait exprès.
Il a fait exprès pour qu'on fasse une opération de com, hein, comme on dit. Parler de moi en mal ou en bien, il en restera toujours quelque chose. Mais c'est pas possible, parce que là, il nous a fait un concours de pitrerie à l'ONU, mais c'est collector, quoi. C'est pas possible. On aurait pu faire un site web comique. L'administration de Poroshenko à se dénoncer. Et s'il y a des gens qui s'y connaissent pour faire des petits jingles vidéo, je crois qu'on va devoir faire comme Greg Tabibian de Je suis pas content et créer un jingle spécial pour Poroshenko. Tu vois, lui, il a le jingle, la blague à nanar pour Cazeneuve, il a le petit jingle pour Gérard Collomb. Je crois qu'il faut qu'on en fasse un pour Piotr Poroshenko parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a une petite idée comme ça pour ce jingle, c'est genre Grugruy. Hein, voilà, avec des gruguis, hein, on peut essayer des petits cochons. Alors, j'ai dû regrouper plusieurs news pour faire rien que la partie Poroshenko qui fait le clown à l'ONU. Ah oui, on aurait fait un site web, sinon. Hein. On aurait fait un site web complet en comique spécial Porky. Spécial Porky. Donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est la 73e session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Et Poroshenko, il nous a fait la totale. D'abord, il a refusé de répondre aux questions de journalistes russes qui l'interrogeaient sur sa proposition de déployer des casques bleus dans le Donbass. Au lieu de leur répondre, il a crié fake news face à une caméra et il a tout de suite disparu derrière les portes d'une salle de réunion qui se trouvait juste à côté de celle de la délégation russe. Mais, certains médias assurent que Poroshenko serait d'abord entré dans une salle de réunion qui avait été réservée par Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, aurait regardé autour de lui et en serait sorti 15 secondes plus tard après avoir compris son erreur. Voilà. Donc quand il l'a appris que Porky avait failli rentrer chez lui, Lavrov a ironisé. Peut-être a-t-il confondu avec les toilettes. Oui, moi je pense qu'il a fait passer une boîte de chocolat magique dans la valise diplomatique. À mon avis, plus qu'une, ouais, parce que bon, ça fait rire aussi Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a commenté cet incident avec beaucoup d'humour caustique, comme à son habitude. J'adore l'humour de Maria Zakharova. Elle a dit « Je crois que Poroshenko s'est trompé de porte non seulement en 2018, mais également il y a 4 ans, à en juger par ce qui se passe en Ukraine. » Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà. Et Porky ne peut même pas compter sur les membres de sa délégation pour le soutenir, vu qu'il s'endorme pendant qu'il parle. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavel Klimkin, s'est effectivement littéralement endormi pendant le discours de Poroshenko à l'ONU, comme en témoigne la retransmission en direct de l'intervention du président ukrainien par la 5e chaîne de télévision ukrainienne. Pendant un bref instant, la caméra de la chaîne 5 a montré le chef de la diplomatie ukrainienne qui somnolait. On montrera une petite photo. Hein. Il était rejoint par la première dame ukrainienne, Marina Poroshenko, et la ministre de la Santé, Madame Souproun. La cantine, elle devait être particulièrement bien achalandée, hein, je pense. Non, je pense que non, il a quand même passé les 3 quarts de son intervention, soit plus de 25 minutes, à accuser la Russie de tout et de n'importe quoi, et seulement 3 minutes et demie sur l'Ukraine. Forcément, c'était chiant comme un jour sans pain. Enfin, c'était vraiment... Comme la pluie, quoi. Voilà, non, vraiment la corvée. Donc je comprends qu'ils se soient endormis. Même sa femme s'est endormie. Ouais. Ça en dit long quand même. Hein. Ce qui est bien, c'est que les Ukrainiens l'ont vu quand même. Hein. Ouais. Puis alors, il a continué après en beauté avec la publication d'une photo de lui avec Trump, où les 2 hommes portaient exactement le même costume. Photo qui est devenue l'objet de nombreuses blagues des internautes. La photo a été publiée par le porte-parole de Poroshenko. Donc on montrera la photo. Le cliché montre les 2 dirigeants vêtus de costumes bleu foncé, portant des cravates rouges, accompagnés de la légende. Même le code vestimentaire symbolise l'unité des positions de partenaires stratégiques. Sauf que les utilisateurs de Twitter l'ont pas vu du même œil. Il y en a un qui a dit « Quand un grand frère prête ses vêtements », c'est vrai que ça avait l'air un peu de ça quand même. Hein. Oui, ils étaient identiques, mais pas dans la façon de le porter le costume quand même. Parce qu'il y en a un, il y en a un qui le porte avec classe, Donald Trump, puis l'autre sur lequel ça a l'air d'un sac à patates. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui a dit « Je dirais que les vêtements proviennent d'une même garde-robe et on peut deviner, d'après le sourire de Trump, lequel des 2 porte les vêtements de l'autre. » Il y en a un autre qui a ironisé en disant « Ils sont habillés dans les mêmes costumes. Mon Dieu, c'est un signe. En fait, à part Poroshenko et Trump, personne ne porte plus de costume. Je suis certain que les chaussettes sont différentes. Qui est le héros qui a demandé au président américain de se prendre en photo avec le leader mondial Poroshenko ?» Et il y a quelqu'un qui avait surenchéri en disant « Quelle misère, vous n'avez pas essayé de démontrer l'unité avec la couleur des slips? Ça serait nécessaire. » Oui. Ah oui. Il y en a un, c'est le laquais de l'autre, hein, ça fait aucun doute. Hein. Et puis il y en a quand même quelques-uns qui ont souligné que ça ressemblait à du Photoshop. Parce qu'il y a un petit problème, c'est la taille des 2 présidents qui collent pas.
Parce que Trump, il fait 1m91 et Porky 1m80. Donc Oui. on va Et puis, montrer il est placé deux devant. photos Il est placé Ouais. devant, alors que normalement, il devrait être au même niveau. au même niveau. Ouais, donc ça sent le gros Photoshop, quoi. Ça sent le gros fake. Ça m'étonnerait pas de la part de Porky. Il a tellement Ouais, l'habitude ouais. de faire des fakes. Ouais. Il, Ouais, il donc, défait aussi des bêtises. voilà. Ouais. Et puis alors, autre pendant ce temps-là, Kiev toujours avec Poroshenko, mais pas à l'ONU. Il continue dans ses grandes affirmations sur lesquelles l'armée ukrainienne est devenue la plus puissante du continent. Même en interne, ça passe plus. C'est le député de la Rada, Vadim Rabinovich, qui s'est foutu de sa gueule. En disant effectivement notre armée est la plus puissante du continent. Je l'ai entendu dire par le président et par nombre de nos commandants supérieurs. J'ai une question. Dites-moi s'il vous plaît, si nous avons la plus forte armée du continent, à quoi bon adhérer à l'OTAN? Que l'OTAN vienne alors nous rejoindre. Nous sommes les plus forts, a-t-il ironisé sur la chaîne 112. Même en interne, ça passe pas. La couleuvre, elle est un peu. À force d'user la corde, elle finit par casser, ça c'est clair. Ouais. Et bien en Crimée, ce sont les bateaux ukrainiens qui font rire tout le monde, puisque Kiev veut installer une base navale à Berdiansk, soi-disant pour lutter contre les mines sous-marines qui seraient soi-disant installées par la Russie et qui abîment les bateaux ukrainiens. Bon, en vrai, les seuls qui foutent des mines sous-marines en mer d'Azov, c'est la marine ukrainienne, et donc s'ils se prennent leurs bateaux dans leurs propres mines, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ouais. Et donc ils ont décidé d'envoyer 2 de leurs navires là-bas via le détroit de Kerch. Alors déjà, ce qui est très drôle, c'est que pour passer le détroit, ils ont demandé l'aide des pilotes russes. Ouais. Donc ce sont des pilotes russes qui ont gouverné les bateaux ukrainiens pour leur permettre de passer le détroit de Kerch sans s'échouer sur les gros poteaux, les gros poteaux en béton qui... Même pas sur les récifs. Je rappelle que le détroit est extrêmement... avec un faible tirant d'eau, t'as à peine 8 mètres pour passer, donc t'as intérêt à bien manœuvrer. Donc les mecs sont tellement manches qu'ils ont dû aller demander aux Russes de piloter leur bateau à leur place. Ouais. Déjà, ça vous donne une idée du niveau. Alors en plus, l'état des bateaux, alors ça a été commenté par le chef de la République de Crimée, Sergueï Aksionov, qui a dit c'était un triste spectacle quand sur fond de magnifiques structures architecturales du pont de Crimée, 2 bidules rouillés de la marine ukrainienne flottent accompagnés par des navires modernes russes de la garde côtière. Oui, parce qu'ils ont été accompagnés tout le long. Ouais, c'est jamais... Donc 2 épaves accompagnées par des navires modernes russes en passant sous un pont flambant neuf. Ouais. Il a dit une permission pour le passage du canal Kerch-Yenikal a été demandée. Ils se sont également adressés à nos services pour l'assistance de pilotes de navires. Alors au début, ils avaient nié qu'ils avaient demandé l'aide des pilotes de navires russes. Puis après, finalement, ça a fuité même dans les médias ukrainiens qu'effectivement c'était vrai. Ils ont humblement fait la queue avec des bateaux civils. C'est le début sans gloire de la fin du projet d'Ukraine indépendante, a rajouté le chef de la Crimée. Et en plus, là, j'ai vu que les Américains vont donc, pour qu'ils puissent refourbir leur flotte, puisque ils ont toujours pas récupéré leurs bateaux qui sont en train de rouiller en Crimée. Ouais. Et donc, la marine américaine va leur refourguer contre monnaie sénante et trébuchante. C'est même pas gratuit. Ils font jamais gratuitement. Voilà, même quand ils fourguent des épaves. Parce qu'en fait, ils vont leur fourguer des bateaux qui sont déclassés. Oui. Et qui datent des années 80. Voilà. Ça viendra rajouter encore un peu de rouille. Je pense qu'il y a un métier d'avenir en Ukraine, c'est ferrailleur. Ah oui. Oui. C'est pas constructeur de bateaux, ça c'est sûr. Avec tout l'argent qu'ils ont en déficit, c'est clair. Donc c'est ça la situation. Comme je dis, j'ai pas pu tout aborder parce qu'il y a beaucoup de choses cette semaine. Les nouvelles sont denses, mais donc voilà. Donc ça vous donne une petite idée. Puis vraiment, j'aimerais vraiment que la personne qui a dit à Poroshenko qu'il passait pendant ce temps-là à Kiev, qu'ils arrêtent. On n'est pas là pour faire la promo de Porky. Oui, on ne fera pas de site web spécifique à Poroshenko. C'est hors de question. Non, même s'il fait des clowneries encore plus clown.
Non. Bon. Par contre, si quelqu'un s'y connaît pour faire des petits jingles vidéo, pour faire un petit jingle pour Porky, un peu dans le genre de ceux de Je suis pas content, je suis preneuse parce que je pense que ça s'impose, quoi. Ah, oui. Une fois sur deux, il est dedans, quoi. Donc bon, ça devient permanent. Je crois qu'il a trouvé la voie parfaite de reconversion professionnelle pour après qu'il se soit fait éjecter du poste de président de l'Ukraine. Oui, parce que là, c'est bien parti. Hein. Il est très mal barré. Hein. Il perd, quelle que soit la configuration, il perd, quoi. Donc, voilà, quoi. Voilà la situation. On va voir comment ça évolue, mais ouais, je pense que ça va pas aller vers une désescalade. Non. Ça va pas aller vers une désescalade, surtout que Paris et Berlin se font toujours remarquer par leur grand silence. Donc, je pense qu'on risque d'avoir un hiver assez chaud. Oui. Sur le plan militaire, mais en tout cas situation à surveiller de très 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 près. Et donc vraiment j'encourage les gens, suivez-nous sur Donny Press, sur Donbass Insider. Donc vous allez voir parfois il y a des articles, donc une bonne partie de mes articles que je publie sur Donny sont dupliqués sur Donbass Insider par sécurité. Mais vous allez voir qu'il y a des articles qui seront que sur Donny, certains qui sont que sur Donbass Insider. Entre autres, je travaille désormais en collaboration avec la journaliste de la chaîne YouTube Donbass Rose, qui fait des vidéos qui sont en russe sous-titrées anglais. Et donc je publie ces vidéos sur Donbass Insider dans les sections russes et dans la section anglaise. Donc voilà, ça c'est des contenus que vous verrez pas sur Donny. J'ai aussi publié l'interview en anglais de Max van der Werf, qui est l'un des, je pense, blogueurs experts sur le dossier du MH17, qui est important de lire et d'écouter. Il a travaillé déjà plus de 3000 heures sur le dossier du MH17, donc il connaît vraiment le dossier à fond. Donc j'ai publié l'interview qu'il a donnée à la télévision philippine sur ce dossier. Donc c'est une interview d'à peu près 45 minutes, donc c'est très intéressant. Franchement, je vous conseille, pour ceux qui sont suffisamment anglophones, pour aller l'écouter, vraiment, ça vaut la peine. Donc voilà, donc le Donbass Insider continue son développement. J'ai créé une chaîne Telegram, il a sa propre page Facebook, sa propre page sur Contact, son groupe sur Google+. Et donc, je vous encourage à aller suivre Donbass Insider sur les différents réseaux sociaux pour être sûr de ne rater aucun article qui seront publiés sur la plateforme. Comme je l'ai dit, il y aura dessus des articles et des vidéos qui ne seront jamais présents sur Donny. Donc, les deux plateformes vont se compléter, se superposer par endroits, mais ce ne sera pas strictement identique. Voilà. Je ferai une petite parenthèse dans le prochain Sitrep par rapport au nombre de vues des Sitrep sur le compte YouTube d'Éveil Français TV, parce que manifestement les algorithmes YouTube sont en train de détruire, en tout cas essayent de limiter au maximum le nombre de vues, ce qui donne l'impression que tes Sitrep ne sont pas vus. En réalité, on voit très bien qu'il y a manipulation au nombre de likes. Si on fait une comparaison même avec les Sitrep de SR Midani. Oui, de toute façon, je veux dire, j'ai déjà vu sur un certain nombre de chaînes, même comme je suis pas content ou d'autres, j'ai déjà vu des vidéos, voir les vues baisser d'un coup, ou les likes et les dislikes être remis à zéro, ce genre de choses. Donc ouais, je sais que les algorithmes YouTube continuent de travailler. De toute façon, on sait très bien combien on touche réellement de personnes par les commentaires, les retours qu'on a. Les personnes qui nous disent régulièrement, qui nous suivent toutes les semaines. Donc continuez comme ça, continuez de partager l'information, continuez de nous suivre. Et je te dis, j'espère seulement à la semaine prochaine pour le 110e Sitrep. Voilà. Donc, mais vraiment, suivez-nous de près, parce que je pense que vu l'escalade actuelle de la situation, il y a des chances que ça dérape violemment, soit ici, soit en Transcarpathie, soit la question religieuse qui risque de foutre le feu aux poudres d'ici très peu de temps en Ukraine. Ouais. Voilà. En tout cas, merci encore une fois pour ton travail, Christelle, et puis toujours prudence, parce que là, effectivement, on arrive dans une période très 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 délicate. Très dangereuse, ouais. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. À samedi prochain, merci. Samedi prochain. Bonne soirée, au revoir.